Soit tu vas en maison de retraite, soit tu dors dans le jardin, dit mon fils sans ciller. Je restai silencieux, pris le téléphone et appelai. Une demi-heure plus tard, quelqu'un frappa à la porte. Quand il vit qui c'était, « Papa, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça !» Vous connaissez ce moment où le sol disparaît sous vos pieds. Quand vous regardez le visage de quelqu'un que vous avez élevé, nourri, protégé, et que vous voyez un étranger vous regarder en retour. C'est exactement ce que j'ai ressenti ce jeudi soir, assis à ma propre table à manger. La maison sentait l'ail revenu. J'avais préparé des pâtes carbonara simples, de celles que Julien adorait quand il était petit. Mais il n'a même pas touché son assiette. Il est resté là, les bras croisés, pendant que Chloé, ma belle-fille, comptait mon argent devant moi. Billet par billet. 890 €, toute ma pension de retraite. « Voilà, beau papa, » dit-elle, sans même lever les yeux. Elle rangea l'argent dans son sac Hermès, dont je n'ai jamais compris comment elle l'avait acheté. Ça couvre à peine les factures d'électricité et d'eau que vous consommez. Je ne vais même pas facturer la nourriture. J'avalais avec difficulté. Mes mains tremblaient en tenant ma fourchette. Julien détourna le regard vers la fenêtre, comme si le jardin sombre était plus intéressant que son propre père assis là, humilié. Chloé soupira de cette manière théâtrale qui la caractérisait et tira une chaise pour s'asseoir plus près de moi. Le parfum douceâtre et écœurant qu'elle portait envahit mes narines. « Bernard », dit-elle mon prénom, avec une fausse intimité qui me donnait des frissons. « Soyons pratiques, vous avez 67 ans. Cette maison est bien trop grande pour vous. Julien et moi avons besoin de cet espace. Nous avons des projets. » « Des projets ?» Ma voix sortit rauque. « Quels projets ?»« Des projets d'avenir, » répondit finalement Julien, sans me regarder. « Papa, on ne peut pas continuer à tout assumer seul, toutes les dépenses. Si vous voulez savoir comment un père survit à la plus grande trahison de sa vie, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy. Cette histoire va vous montrer que la force n'a pas d'âge. » Chloé tapota ses ongles rouges sur la table, ce bruit irritant qu'elle faisait quand elle était impatiente. « Donc voilà comment ça va se passer, vous avez 48 heures pour décider. Soit on vous emmène à la maison de retraite, les Mimosas, c'est un endroit propre, il y a des infirmières, ce sera mieux pour vous. Ou... » Elle fit une pause dramatique. « Vous faites vos valises et dormez dans le jardin jusqu'à ce que vous vous décidiez. Parce qu'ici, à l'intérieur, à prendre de la place, ce n'est plus possible. » Le silence qui tomba dans cette pièce était si lourd que je pouvais sentir son poids dans ma poitrine. Je regardais mon fils, cet homme de 35 ans, barbe mal rasée, chemise froissée, qui évitait mes yeux comme un lâche. J'attendis qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, un « calme-toi Chloé » ou un « ce n'est pas nécessaire ». Mais il resta silencieux. Et dans ce silence, j'ai tout compris. Je me levai lentement, sentant chacune de mes 67 années peser sur mes genoux. Je ne dis rien, montais simplement les escaliers avec la dignité qui me restait. J'entrai dans ma chambre, cette chambre qui avait été la mienne et celle de Françoise pendant 23 ans, et fermai la porte. Mes mains tremblaient encore quand j'ouvris le tiroir de la commode ancienne en noyer. Je pris mon vieux portable, de ceux avec de grandes touches. Je cherchais un numéro que j'avais gardé depuis plus d'une décennie. Je respirais profondément et composais. 3 sonneries. 4. « Allô ?» La voix de l'autre côté était ferme, professionnelle. « Maître Dubois, c'est Bernard. Je crois que le moment est venu. » J'ai parfaitement compris. Je pars maintenant. 30 minutes. Je raccrochais. Je restais assis au bord du lit, regardant le médaillon en argent que ma grand-mère m'avait laissé. La seule chose de valeur que je n'avais jamais vendue, même quand j'avais eu faim après la mort de Françoise. Je passai mes doigts sur le métal froid. Je descendis les escaliers lentement. Julien et Chloé étaient au salon, elle sur son téléphone, lui regardant le vide. Je m'assis dans le fauteuil en face d'eux. Je ne dis pas un mot. J'attendis simplement. Le silence était si tendu qu'on pouvait entendre l'horloge murale. Tic-tac, tic-tac. 28 minutes plus tard, la sonnette retentit. Julien fronça les sourcils. « Qui est-ce à cette heure ?»
Je me levai et marchai jusqu'à la porte. J'ouvris. Un homme en costume gris, serviette en cuir à la main, lunettes, posture droite. Ses yeux étaient sérieux, mais il y avait une lueur de satisfaction quand il me salua. « Bonsoir, monsieur Bernard !» Je me retournai. Julien s'était levé du canapé pâle comme un linge. Chloé lâcha son téléphone, bouche ouverte. « Papa !» Sa voix sortit aiguë, presque un murmure. « Qui est-ce » L'homme entra, passa devant moi poliment et se planta au milieu du salon. Il ouvrit sa serviette, sortit des documents. « Bonsoir, je m'appelle Maître Dubois. Je suis l'avocat de monsieur Bernard depuis 12 ans. » Le visage de Julien perdit toute couleur. Chloé se leva, essayant de sourire, mais sa voix faillit. « Avocat? Quelle histoire est-ce » Je parlais enfin et ma voix sortit plus ferme que je ne l'espérais. « L'histoire, Chloé, c'est que j'en ai assez d'être traité comme un fardeau dans ma propre maison. Et maintenant, vous allez découvrir qui commande vraiment ici. » Julien fit un pas en arrière, trébucha sur le tapis. « Papa, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça !» Mais qu'est-ce que j'allais faire exactement? Qu'est-ce que cet avocat avait dans sa serviette? Et comment un veuf de 67 ans avait-il gardé des secrets que personne n'imaginait? Maître Dubois ouvrit la serviette et plaça le premier document sur la table basse. Chloé essaya de jeter un œil, mais il tourna le papier vers elle d'un mouvement délibéré. « Avant toute chose, dit-il, je dois contextualiser quelques faits que vous ignorez peut-être concernant monsieur Bernard. » Julien passa la main sur son visage. Je restais debout, adossé au mur, bras croisés. Je laissai le silence peser encore un peu avant de parler. « Assieds-toi, Julien, ça va prendre du temps. » Et alors je respirai profondément et retournai 8 ans en arrière. Françoise est morte un mardi de mars, crise cardiaque foudroyante à 61 ans, au milieu du marché où elle vendait des épices. Elle n'a même pas eu le temps de dire au revoir. 1 minute, elle riait avec un client. La suivante, elle était tombée entre les sacs de cumin et de paprika. J'avais 59 ans. Pas d'enfant à part Julien, qui était alors en 2e année d'école de commerce, dans une école privée qui coûtait 4 000 € par an. Tout ce qui me restait était une petite épicerie dans le quartier des Lilas, une pension de 450 € et une montagne de factures à payer. Les amis venaient avec ce regard de pitié. « Bernard, tu vas vendre l'épicerie, n'est-ce pas? Tu ne peux pas la gérer seul. » Mais j'ai regardé cet espace de 20 mètres carrés, ces étagères en bois que Françoise avait construites de ses propres mains, et j'ai pensé, c'est ici que je survis ou que je coule. J'ai commencé à me lever à 4 heures du matin. Oui, 4 heures. Il faisait encore noir quand je quittais la maison. Je prenais 2 bus jusqu'à Rungis, négociais chaque caisse de tomates, chaque botte de bananes. J'ai appris à calculer d'un coup d'œil ce qui pourrissait vite, ce qui durait, ce que les gens du quartier achetaient le plus. Le jour, je servais à l'épicerie, pesais les pommes de terre, emballais le persil, discutais avec les dames qui venaient faire leurs courses. Le soir, après la fermeture à 19 heures, je faisais des retouches. Ourlet de pantalons, réparation de vêtements, ajustement de robes pour les fêtes. 20 € par-ci, 30 par-là. Je me couchais à minuit, 1 heure du matin. Et vous savez ce que je faisais le dimanche? Je lavais du linge, 5 paniers de linge de voisins qui n'avaient pas de machine. 15 € par panier, 75 € le dimanche. Ma colonne me faisait mal. Mes mains étaient rouges à force de frotter, mais je comptais cet argent et le gardais dans une enveloppe que je cachais dans la boîte de biscuits Petit Beurre. Julien n'a jamais su. « Papa, je ne savais pas. » Sa voix me tira de mes souvenirs. Il était assis maintenant, pâle. « Bien sûr que tu ne savais pas, » répondis-je, et ma voix sortit dure. « Parce que je ne t'ai jamais laissé savoir. Tu rentrais de l'école en te plaignant que la cafétéria était chère, que tu avais besoin d'argent pour les photocopies, pour les travaux de groupe, et je donnais, toujours. » Maître Dubois feuilleta quelques papiers. Pendant 4 ans d'études, M. Bernard a investi exactement 47 000 € dans l'éducation de son fils. Frais de scolarité, matériel, transport, alimentation, tout est documenté.
Chloé souffla. Mais c'est une obligation de père, non? Je la regardais. Vraiment, regarder cette femme de 32 ans, cheveux lissés, ongles faits, vêtements de marque, qui n'avait jamais travaillé un seul jour depuis qu'elle avait épousé mon fils. Et j'ai ressenti une colère si profonde que j'ai dû respirer fort pour ne pas exploser. L'obligation, répétai-je lentement, c'est de ne pas laisser un enfant avoir faim. L'obligation, c'est de donner un toit et de la nourriture. Le reste, c'est de l'amour. Et l'amour se rend avec du respect, Chloé, pas avec des ultimatums. Je retournai à mon histoire. Il fallait qu'il comprenne. Après que Julien eut obtenu son diplôme, il trouva un emploi dans une entreprise de distribution. Il gagnait 2100 €. Il vivait avec moi, mais payait 300 € de participation aux dépenses. J'ai continué avec l'épicerie, continué à faire des retouches le soir, continué à laver le linge le dimanche, parce que j'avais un objectif. Je voulais une maison, pas une location. Une maison à moi où personne ne pourrait me mettre dehors. J'ai économisé pendant 6 ans, chaque billet de 50, chaque pièce d'1 €. Je répartissais entre 3 livrets d'épargne différents pour que Julien ne se doute de rien quand il fouillait dans mes affaires. J'ai vendu l'épicerie 68 000 € quand le propriétaire de l'immeuble a voulu récupérer le local. J'ai ajouté ce que j'avais épargné et un matin d'août, il y a 3 ans, j'ai finalisé l'achat de cette maison. 122 000 € comptant. Acte notarié à mon nom, Bernard Moreau. 3 chambres, jardin, garage. Ma maison. Quand je l'ai montré à Julien, il a pleuré, m'a serré dans ses bras, a dit que j'étais un guerrier, qu'il était fier de moi, qu'il prendrait soin de moi pour toujours. Pour toujours a duré 3 ans, dis-je en le regardant maintenant, jusqu'à ce que tu l'amènes vivre ici. Julien baissa la tête. Chloé croisa les bras, mais je vis la nervosité dans ses yeux. Maître Dubois sortit un autre document de la serviette. L'acte notarié est ici. Bien immobilier enregistré au nom de Bernard Moreau avec clause d'usufruit viager. Cela signifie que tant que M. Bernard sera vivant, cette maison est intransférable. Personne ne peut la vendre, la louer ou l'hypothéquer sans son consentement exprès. Le silence qui tomba était différent. C'était maintenant le silence de ceux qui venaient de comprendre que le château de cartes s'effondrait. « Impossible », murmura Chloé. « Julien a dit que la maison était à vos 2 noms, que tu avais mis son nom. » Julien ferma les yeux. « Je n'ai jamais dit ça, Chloé. »« Si, tu l'as dit. Tu as dit qu'on devait juste attendre qu'il signe le transfert. » Et là était la vérité, dégoulinant comme du poison. Je fis un pas en avant, et ma voix sortit basse mais ferme. « Je ne suis pas stupide, Chloé. Je ne l'ai jamais été. Et si tu penses qu'un veuf qui a survécu seul pendant 8 ans ne sait pas se protéger, tu as sous-estimé la mauvaise personne. » Mais l'acte de propriété n'était que le début. Qu'est-ce que j'avais encore caché pendant toutes ces années? Et qu'est-ce que l'avocat avait encore dans cette serviette qui ferait disparaître le sol sous leurs pieds? Si cette histoire vous touche, mettez un like et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Cette histoire va vous montrer qu'on n'est jamais trop vieux pour se défendre. Maître Dubois organisa les papiers sur la table pendant que Chloé se levait brusquement, faisant racler la chaise sur le parquet. Mais avant qu'elle n'ouvre la bouche, je levai la main. « Non, maintenant c'est moi qui parle. Assieds-toi. » Elle hésita, mais s'assit. Julien continuait la tête baissée, respiration lourde. « Tu veux savoir quand tout a commencé à s'effondrer, Julien? Je vais te dire exactement quand. » C'était un samedi d'octobre, il y a 3 ans. J'étais dans la cuisine, épluchant des pommes de terre pour faire un hachis parmentier. Celui que tu demandais toujours quand tu étais enfant, tu te souviens? La porte d'entrée s'est ouverte et tu es entré avec elle. Chloé, cheveux noirs, lisses, tombant sur les épaules, parfum floral qui a envahi le salon, large sourire, montrant des dents trop blanches. Elle portait un chemisier blanc moulant et un jean déchiré aux genoux, de ceux déchirés exprès qui coûtent plus cher justement à cause des trous. « Papa, as-tu dit avec cette lueur dans les yeux que je n'avais pas vu depuis des années? Voici Chloé, on sort ensemble depuis 4 mois. » 4 mois, et tu ne m'avais rien dit. Mais j'ai avalé l'amertume et essuyé mes mains sur mon tablier. Je lui ai tendu la main. « Enchanté, Chloé, reste pour le déjeuner. »
Reste pour... Oh, beau papa, dit-elle. Et ce mot beau papa m'a déjà donné des frissons. Mais elle m'a embrassé, serré fort, et a murmuré à mon oreille, « Julien parle tellement de vous. Il dit que vous êtes un guerrier. J'ai hâte de mieux vous connaître. » Elle semblait sincère, vraiment. Les premiers mois, Chloé était toute douceur. Elle arrivait le dimanche avec du dessert acheté, jamais fait maison, toujours acheté. Elle complimentait la maison, disait qu'elle était chaleureuse, qu'elle avait une bonne énergie. Elle posait des questions sur Françoise, feignait l'intérêt pour mes histoires, mais je remarquais de petits signes. La façon dont elle regardait les meubles, pas avec affection, mais en calculant. Comment elle ouvrait les tiroirs par hasard quand elle allait chercher un verre dans la cuisine. Comment elle demandait de manière désinvolte, « Bernard, cette maison était un héritage ou vous l'avez achetée? Vous avez d'autres biens? Votre pension suffit pour bien vivre ?» Julien était aveuglé par la passion, il ne voyait rien. Il travaillait comme un fou dans l'entreprise de distribution, faisait des heures supplémentaires, rentrait épuisé, et Chloé était toujours là à l'attendre. Elle ne travaillait jamais. Elle disait qu'elle était entre deux emplois, qu'elle avait travaillé dans un magasin, mais avait démissionné parce que le patron était abusif. « Mais tu cherches un nouveau travail ?» ai-je demandé une fois. Elle a souri de cette manière douce et venimeuse. Je me concentre sur ma stabilité émotionnelle d'abord, beau papa. Vous savez comment c'est, non? Parfois, on a besoin de prendre soin de soi avant de se jeter à nouveau sur le marché. Prendre soin de soi. Pendant ce temps, qui payait leur sortie? Qui payait le cinéma, le restaurant, les nouveaux vêtements? Mon fils, avec un salaire qui couvrait à peine les factures. 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Mariage simple à la mairie, pas de fête. Chloé a pleuré, a dit qu'elle avait toujours rêvé d'une grande cérémonie, mais que l'important était l'amour. Julien m'a demandé s'il pouvait vivre ici, juste le temps d'économiser pour louer un appartement. C'est temporaire, papa. 6 mois maximum. 3 ans plus tard, ils étaient toujours là. Et Chloé, qui était arrivée souriante, n'était plus la même qui dormait dans la chambre à côté de la mienne. Le changement a été graduel. Ça a commencé par de petits commentaires. « Bernard, ces rideaux sont un peu décolorés, vous ne trouvez pas? Tellement années 80. Ce canapé est affaissé. Il faut le changer. On pourrait partager les frais. Vous cousez encore le soir. Mon Dieu, quel bruit fait cette machine. Ça perturbe notre sommeil. » J'ai arrêté de coudre le soir. Puis sont venues les plaintes plus importantes. Sur la nourriture que je faisais. Trop grasse, trop simple. Sur mes horaires. Vous vous levez trop tôt. Vous faites du bruit avec les casseroles. On ne peut pas avoir la paix dans cette maison. Sur mon espace. Cette chambre ferait un dressing parfait. Vous ne trouvez pas? Vous pourriez prendre la petite chambre. Elle est plus cosy pour une personne seule. Et Julien? Julien restait silencieux. Toujours silencieux. Jusqu'à ce soir-là. Je ne l'oublierai jamais. Je préparais le dîner. J'avais fait du poulet aux olives avec des pommes de terre, du riz blanc, une salade de tomates. J'ai mis la table comme toujours. 3 assiettes, 3 verres, 3 couverts. Chloé est entrée dans la cuisine, a regardé la table et a soupiré profondément. « Bernard, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est serré. « De quoi ?» Écoutez, sans vouloir être désagréable, mais Julien et moi travaillons toute la journée. Il est épuisé. Quand on rentre à la maison, on a besoin d'un moment à nous, vous comprenez? L'intimité du couple. Et alors? Elle a pris mon assiette et l'a mise dans l'évier. Donc ce serait mieux si vous dîniez dans la cuisine. Laissez la table du salon pour nous deux. C'est mieux pour tout le monde. Le sol a disparu sous moi. Vous me demandez de manger dans la cuisine, dans ma propre maison. Je ne demande rien d'excessif, Bernard. C'est juste pour faciliter la cohabitation. Après tout, elle a baissé la voix, murmurant presque, mais précise comme un couteau. Qui paie la nourriture ici, c'est nous, n'est-ce pas? Julien est entré à ce moment-là, m'a regardé, a vu mon assiette dans l'évier, a regardé Chloé. « Tout va bien, chérie ?» Elle a passé la main sur son bras. « Oui, tout va bien. » Il m'a regardé. J'ai attendu.
Attendu qu'il dise quelque chose, qu'il remette cette femme à sa place, qu'il se souvienne qui avait payé cette maison, qui avait payé la nourriture pendant des années. Mais il a seulement dit « Papa, on est fatigué, on va dîner vite ?» Et j'ai pris mon assiette, me suis assis sur la vieille chaise en plastique à côté de la cuisinière, et j'ai mangé seul, écoutant leur rire dans le salon. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, regardant le plafond sombre, j'ai compris. J'avais perdu mon fils. « Donc, vous n'avez rien fait ?» me demanda Maître Dubois, me ramenant au présent. « Vous n'avez pas réagi ?» Je regardais Julien qui avait enfin levé la tête. Ses yeux étaient rouges. « Je n'ai pas réagi cette nuit-là, » répondis-je lentement, parce que j'avais encore l'espoir que ce soit passager, que mon fils se réveillerait. Mais vous savez quand j'ai compris que non? Chloé leva les yeux au ciel. « Vous allez raconter encore plus de drames. » « Quand j'ai trouvé vos plans dans le tiroir, dis-je, en la regardant droit dans les yeux. Quand j'ai découvert ce que vous prépariez dans mon dos. » Son visage perdit toute couleur. Quels étaient ces plans? Qu'est-ce que Bernard a découvert caché dans le tiroir de sa belle-fille? Et comment une simple recherche de chaussettes propres allait révéler la trahison la plus sordide? Julien se leva du canapé si vite qu'il faillit renverser la table basse. « Papa, tu as fouillé dans nos affaires. Assieds-toi, Maître Dubois dit d'une voix ferme. Assieds-toi, Julien, ton père parle. » Il obéit, mais ses mains tremblaient. C'était un après-midi de juin de l'année dernière. Jour froid, ciel gris, menaçant de pluie. Chloé était sortie pour régler des choses à la banque. Elle ne disait jamais exactement quoi. Julien était au travail. Je pliais le linge de la machine quand j'ai remarqué qu'il manquait une paire de chaussettes, des noires, pour le travail, de celles qu'il portait tous les jours. J'ai pensé qu'elles avaient pu tomber derrière la commode dans leur chambre. J'ai frappé à la porte avant d'entrer. Même si c'était ma maison, je respectais leur intimité. Personne n'a répondu. Je suis entré. La chambre sentait le parfum douceâtre de Chloé, mélangé au déodorant bon marché. Le lit était mal fait. Des vêtements jetés sur la chaise. Je suis allé vers la commode, me suis baissé pour regarder derrière. Rien. Mais quand je me suis appuyé sur le tiroir du bas pour me relever, il s'est ouvert. Il n'était pas fermé à clé. Et à l'intérieur, il y avait un dossier en plastique bleu marine. Mon cœur s'est accéléré. Ce n'était pas de la curiosité, c'était de l'instinct. Cette même sensation que j'avais eue quand j'avais trouvé mon fils cachant son mauvais bulletin dans son cartable à 12 ans. Cette certitude que quelque chose n'allait pas. J'ai pris le dossier. Je l'ai ouvert. Mon monde s'est effondré. Le premier papier était un devis de rénovation. En tête de l'entreprise Rénover et construire. Date, 3 semaines auparavant. Projet de rénovation complète, 27 rue Pasteur, Montreuil. Mon adresse. J'ai lu chaque ligne. Démolition du mur entre salon et cuisine, 12 000 €. Remplacement du sol par du carrelage, 23 000 €. Peinture complète, 8 500 €. Nouveau placard sur mesure, 41 000 €. Salle de bain rénovée, 29 000 €. Nouvelle façade, 15 500 €. Total, 135 000 €. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le papier. J'ai tourné la page. Il y avait des notes manuscrites. L'écriture ronde de Chloé, que je reconnaissais des listes de courses qu'elle feignait de faire. Après la rénovation, vendre pour 480 000 €. Profit net, 345 000 €. Le profit de Emma Maison. J'ai continué à feuilleter. Chaque papier était un coup de poignard. Des recherches imprimées d'Internet. Comment transférer un bien immobilier d'une personne âgée? Procuration pour vente de maison. L'inventaire de son vivant est-il possible? Maison de retraite en Île-de-France avec bonne réputation et prix accessible. Maison de retraite. Il cherchait des maisons de retraite pour moi. Il y avait même un tableau comparatif. Résidence Les Mimosas, 1 200 € mois. Accepte le transfert de pension. Résidence Le Printemps, 1 800 € mois. Trop cher. Maison de repos. L'Harmonie, 900 € mois. À évaluer. À côté du nom Les Mimosas, il y avait une étoile dessinée. Et l'observation, plus facile de convaincre le vieux que c'est bien pour lui. Le vieux. J'étais le vieux.
Mais le pire était au fond du dossier. Un brouillon de procuration fait à la main avec des espaces vides à remplir. L'écriture était celle de Julien. Je connaissais cette écriture mieux que la mienne. Je lui avais appris à écrire, tenu sa petite main, formant chaque lettre de l'alphabet. Je sous-signais Bernard Moreau, porteur de la carte d'identité en pleine possession de mes facultés mentales, donne plein pouvoir à mon fils Julien Moreau pour administrer, vendre, hypothéquer ou disposer de toute autre manière du bien immobilier situé. Ils allaient falsifier ma signature. Ou pire, ils allaient me faire signer en disant que c'était autre chose. Je me suis assis au bord de leur lit, tenant toujours les papiers. La chambre tournait. Ma respiration était courte, rapide. J'ai mis la main sur ma poitrine, essayant de calmer mon cœur qui battait de manière irrégulière. Combien de temps suis-je resté là? Je ne sais pas. Je sais seulement que quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée, il était presque 17 heures. Chloé. Je me suis levé trop vite. Le vertige a failli me faire tomber. J'ai pris le dossier, couru vers ma chambre, les caché dans l'armoire sous les couvertures d'hiver. Je suis descendu les escaliers le plus naturellement possible. Elle était dans le salon enlevant ses chaussures à talons. Elle m'a regardé avec ce sourire faux. « Salut, beau papa. Ça va ?»« Oui. » J'ai menti. Elle a jeté son sac sur le canapé et passé devant moi, est allée à la cuisine, a ouvert le réfrigérateur. « Vous n'avez pas fait le dîner ?»« Pas encore. »« Ah, Bernard !» Son ton de déception. « Julien va arriver affamé. Vous savez qu'il aime trouver le repas prêt. » Je suis resté immobile, l'observant prendre une bouteille d'eau. Je voulais crier, voulais lui jeter ses papiers au visage, mais j'ai respiré profondément. Ce n'était pas le moment, pas encore. « Je vais le faire maintenant, » ai-je dit. Elle m'a regardé de côté, méfiante. « Vous êtes bizarre. Je suis fatigué. Vous vieillissez, hein ?» Elle a ri comme si c'était une blague. « Mais détendez-vous, bientôt vous pourrez beaucoup vous reposer à la maison de retraite. » Et elle est sortie de la cuisine. Cette nuit-là, j'ai fait des pâtes à la sauce tomate. Julien est arrivé, à manger en silence. Chloé s'est plainte que la sauce manquait de sel. Je n'ai rien dit, j'ai juste observé les deux. Mon fils. Ce petit garçon que j'avais bercé pendant les nuits de fièvre, que j'avais porté aux urgences quand il s'était cassé le bras, que j'avais consolé quand sa première petite amie l'avait quitté, était assis là, planifiant de me retirer de ma maison. Et le pire, j'avais encore l'espoir de me tromper. Je suis monté dans leur chambre après qu'ils soient allés se coucher. 3 heures du matin. Silence absolu. J'ai ouvert le tiroir à nouveau. Le dossier n'était plus là. J'ai cherché dans les autres tiroirs. Rien. Sous le lit. Rien. Ils l'avaient caché ailleurs. Parce qu'ils savaient. D'une manière ou d'une autre, ils savaient que j'avais découvert. Et c'est là que j'ai compris. Le jeu avait changé. Ce n'était plus une question d'attendre, c'était une question d'agir en premier. Je suis retourné au présent. Julien était blanc, Chloé tendue. « Tu as pris des photos ?» demanda-t-elle, essayant de paraître désinvolte mais échouant. J'ai souri pour la première fois de la soirée. Un petit sourire mais sincère. « Mieux que ça, Chloé. » Maître Dubois sortit une enveloppe de la serviette, l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des copies parfaites de tous ces documents. « Votre beau-père est venu à mon bureau le lendemain, » expliqua-t-il. « Il a tout apporté, nous avons authentifié, enregistré, annexé au dossier préventif. »« Dossier préventif ?» murmura Julien, « pour protéger les biens de M. Bernard contre une tentative d'appropriation indue. » Chloé se leva à nouveau, criant maintenant « C'est absurde, ces papiers n'étaient que des idées. » On n'allait rien faire. « Mensonge, dis-je, et ma voix sortit glaciale, parce que 3 semaines plus tard, vous m'avez donné l'ultimatum. Maison de retraite ou jardin, exactement comme c'était prévu. » Mais les faux papiers n'étaient que la pointe de l'iceberg. Qu'est-ce que j'avais encore découvert dans les mois suivants? Et jusqu'où Chloé était-elle prête à aller pour obtenir ma maison? Si cette histoire vous touche, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour ne rien manquer. Après avoir découvert les papiers, j'ai continué à observer Julien et Chloé.
J'attendais qu'ils reculent. Je pensais qu'ils allaient comprendre que je savais quelque chose et qu'ils allaient s'arrêter. Mais c'était le contraire. Ils ont resserré l'étau. Maître Dubois acquiesça, prenant un autre ensemble de documents. « Racontez-leur, Bernard. Montrez ce que vous avez enduré en silence. » La première chose que Chloé m'a prise, c'était la cuisine. C'est arrivé un matin de juillet. Je me suis levé à 6 heures, comme toujours, pour préparer le café. Quand je suis descendu, Chloé était déjà là, encore en pyjama, mais les bras croisés devant la cuisinière. « Bernard, on doit mieux organiser cette maison. La cuisine est un chaos avec tout le monde qui touche à tout. Je vais prendre le contrôle à partir de maintenant. Seulement moi je cuisine. Seulement moi je touche aux casseroles. Ce sera mieux pour tout le monde. Mais j'ai toujours fait la cuisine. Et c'est la confusion, m'a-t-elle coupé. Nourriture mélangée, assaisonnement incorrect, gaspillage. Vous avez déjà beaucoup fait, beau papa. Maintenant reposez-vous, laissez-moi faire. » Ça semblait raisonnable. Ça sonnait même comme de l'attention, si vous ne prêtiez pas attention au ton de la voix. Mais j'ai fait attention. C'était un ordre, pas une offre. J'ai accepté. Que pouvais-je faire d'autre? 2 semaines plus tard, j'ai perdu ma chambre. « On a besoin d'espace pour ranger les affaires de Julien », expliqua Chloé en entrant sans frapper pendant que je pliais du linge. « Cette chambre est la plus grande. C'est logique qu'elle soit notre bureau et dressing. »« Bureau? Mais Julien travaille dans l'entreprise !» Elle a soupiré, impatiente. « Télétravail, Bernard. L'avenir, c'est la flexibilité. Et cette petite chambre, au fond, est plus chaude, plus petite. Mieux pour vous. Les personnes âgées n'ont pas besoin de tant d'espace. J'ai déménagé dans la petite chambre en 3 jours. J'ai emporté ma commode en noyer, mon lit double que Françoise avait acheté, mon ancienne armoire. Tout tenait à peine. Je devais me tourner de côté pour passer entre le lit et le mur. Julien a aidé à porter les choses. Il n'a pas regardé dans mes yeux une seule fois. Mais le pire a vraiment commencé quand ils ont pris le contrôle de mon argent. Tous les 25, ma pension tombait. 890 €. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. J'ai toujours retiré l'argent à la banque du coin, le gardais pour mes petites dépenses. Médicaments pour la tension, un savon que j'aimais. Parfois, un morceau de gâteau à la boulangerie le dimanche. En août, Chloé est apparue avec ma carte bancaire dans la main. « Bernard, vous avez oublié de retirer votre pension. » Je n'ai pas oublié. Je vais la retirer demain. Pas besoin, je l'ai déjà retirée pour vous. Elle a mis la carte dans ma main, mais ne l'a pas lâchée. Et j'ai déjà fait les comptes. Électricité, 240 €. Eau, 120 €. Internet et téléphone, 110 €. Gaz, 80 €. Nourriture pour 3 personnes, au moins 300 €. Il reste 40 € pour vous. Je trouve ça juste. Non? 40 € de ma pension. Chloé, mais j'ai besoin de mon argent. Pourquoi? Elle m'a coupé à nouveau, toujours en train de me couper. Je fais la cuisine, je fais la lessive. Vous vivez ici gratuitement. 40 €, c'est plus que suffisant pour un petit vieux qui ne dépense rien. Et elle a pris l'argent de son sac, a compté 40 € en billets froissés. Me les a tendus, je les ai pris. Parce que pouvais-je faire d'autre? En septembre, j'ai découvert la vérité sur Julien. Madame Dupont, ma voisine de 62 ans, m'a appelé au portail un après-midi. Elle a regardé autour avant de parler, voix basse. « Bernard, je ne veux pas me mêler de ça, mais Julien va bien? Pourquoi? Parce que je le vois partir tous les matins, mais il revient toujours avant midi. Il traîne dans la rue, entre à la boulangerie, reste sur son téléphone. Il a l'air au chômage. » Le sol a tremblé. « Vous êtes sûr ?» Elle a acquiescé, les yeux pleins de pitié. « Ça fait environ 6 mois que je le remarque. Je pensais que vous le saviez. 6 mois. 6 mois que mon fils était au chômage et me le cachait. 6 mois que Chloé prenait ma pension en disant qu'il payait tout. 6 mois de mensonges. » Ce soir-là, j'ai confronté Julien. J'ai attendu que Chloé sorte acheter des cigarettes au coin de la rue. « Tu travailles, fils ?» Il s'est figé au milieu du salon, téléphone à la main. Il a mis du temps à répondre. « Je cherche quelque chose de mieux. »« Tu as été licencié ?» Silence. « Julien, réponds. »
Oui, il a murmuré. Il y a 6 mois, réduction dans l'entreprise. 7 mois. Madame Dupont avait raison. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que tu allais t'inquiéter, papa. Et on se débrouille. Chloé a des petits boulots. Petits boulots? J'ai ri sans humour. Chloé ne travaille pas, Julien. Elle reste à la maison toute la journée à regarder la télé et à être sur son téléphone. Tu ne la connais pas comme je la connais. Tu ne la connais pas comme moi. Chloé est entrée à ce moment-là. Elle a regardé de moi à Julien, sentant la tension. Qu'est-ce qui se passe? Rien, a dit Julien en détournant le regard. Je suis allé dans la petite chambre et fermé la porte à clé et j'ai pleuré pour la première fois en des mois. J'ai pleuré pour tout, pour la trahison, pour l'humiliation, pour le fils qui ne me défendait pas. J'ai pleuré en regardant le plafond fissuré de cette petite chambre étouffante dans la maison que j'avais achetée, avec l'argent que j'avais économisé, brique par brique. En octobre, ils m'ont complètement retiré de la table. « Bernard, voilà le truc », dit Chloé, appuyée contre le chambranle de la porte de la petite chambre. « Vous devez comprendre que Julien et moi avons besoin d'intimité, d'espace. Vous restant tout le temps dans le salon, dans la cuisine, ça dérange. » « Ça dérange quoi? Je sors à peine d'ici. » « Exactement. Vous restez enfermé ici comme si vous étiez offensé. Ça crée une mauvaise ambiance. Donc on va faire comme ça. Vous dînez dans votre chambre. C'est plus confortable pour vous, plus d'intimité pour nous. Tu veux que je mange enfermé dans la chambre? Ne soyez pas dramatique. C'est juste pour faciliter la cohabitation. Et depuis, tous les soirs, Chloé laissait une assiette sur la petite table de la chambre. Nourriture réchauffée, parfois froide. Et je mangeais seul, assis au bord du lit, écoutant leur rire dans le salon. C'est lors d'une de ces nuits, mangeant du riz froid et du poulet caoutchouteux, que j'ai pris ma décision. Je n'allais plus attendre. Je n'allais plus supporter en silence. Ils voulaient me pousser vers une maison de retraite. Ils voulaient voler ma maison. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Maître Dubois. « J'ai besoin que vous veniez ici en personne. Quand j'appellerai, vous venez immédiatement. Compris, Bernard, je suis prêt. » Et j'ai enregistré son numéro en numérotation rapide, parce que je savais que le pire allait encore arriver. Et j'avais raison. 3 semaines plus tard, ils m'ont donné l'ultimatum. Et j'étais prêt. Mais avant ça, une humiliation publique devant le voisinage allait me montrer jusqu'où Chloé était capable d'aller. L'humiliation finale est arrivée 3 semaines avant l'ultimatum. Je continue à sentir l'ancienne colère monter dans ma gorge. C'était un dimanche. Un jour que je n'oublierai jamais. Maître Dubois m'a encouragé d'un signe. Julien avait la tête entre les mains. Chloé regardait le mur, mâchoire tendue. C'était jour de lessive. Je lavais encore mes propres affaires à la main dans le bac du jardin. Chloé m'avait interdit d'utiliser la nouvelle machine, disant que je ne savais pas bien m'en servir et que j'allais la casser. 11 heures du matin, soleil fort de novembre brûlant la nuque. J'étais en train de frotter une chemise dans le bac quand j'ai entendu des voix au portail. Madame Dupont et Monsieur Martin, le voisin retraité de 3 maisons plus loin, discutaient sur le trottoir. Ils m'ont fait signe. « Bernard, tout va bien ?» J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et suis allé au portail. « Oui, grâce à Dieu. Et vous ?» On allait à la boulangerie, mais... Madame Dupont a hésité, regardant derrière la maison. « Vous allez vraiment bien? On vous a vu laver le linge dans le bac. Je pensais que vous aviez une machine. » Avant que je ne réponde, la porte d'entrée s'est ouverte. Chloé est sortie, cheveux attachés en queue de cheval haute, vêtements de sport moulants. Elle est venue au portail, a passé son bras autour de mes épaules dans un geste qui semblait affectueux, mais qui était possessif. « Bonjour les voisins, » dit-elle avec ce sourire faux. « Vous parliez de quoi ?»« On saluait juste Bernard, » répondit Monsieur Martin. « Ah, très bien !» Chloé a serré mon épaule. « C'est que beau papa devient un peu oublieux, vous savez. Parfois il se mélange avec les choses. C'est pour ça que je préfère qu'il lave ses petites affaires dans le bac. C'est plus simple. Il ne risque pas de casser la machine. » J'ai senti mon visage brûler. Madame Dupont a froncé les sourcils. Oublieux, Bernard a toujours été très vif. « Ah, là j'arrive, non ?»
Chloé a haussé les épaules. La semaine dernière, il a oublié la cuisinière allumée. On aurait pu avoir un incendie. Julien et moi, on s'occupe de lui, mais ce n'est pas facile. La vieillesse, c'est compliqué. J'ai essayé de me dégager, mais elle a tenu mon épaule fermement. En fait, on réfléchit même à un meilleur endroit pour lui. Une maison de retraite, vous savez, où il y a des infirmières, des activités, des gens de son âge. Parce qu'ici, il est très seul, le pauvre. Il ressasse les choses, invente des histoires. Invente, ai-je demandé, et ma voix est sortie tremblante de colère. Chloé m'a regardé avec une fausse compassion. « Beau papa, ne vous énervez pas, c'est normal à votre âge. L'autre jour, vous avez juré que vous aviez de l'argent caché sous le matelas. On a cherché, il n'y avait rien, ce sont des confusions de l'esprit. Ça arrive. » Madame Dupont et Monsieur Martin ont échangé des regards mal à l'aise. « Ah bon, on y va, dit Monsieur Martin doucement. Et ils sont partis, regardant en arrière avec pitié. Pitié pour moi. Dès qu'ils ont disparu au coin de la rue, j'ai arraché mon bras de Chloé. « Comment oses-tu me faire passer pour fou devant les voisins ?» Elle a souri. Ce sourire que j'avais appris à détester. « Fou ? J'ai juste dit la vérité, Bernard. Vous vieillissez, vous êtes confus, vous ne pouvez plus prendre soin de vous. » Je n'ai jamais oublié la cuisinière allumée. Qui va vous croire? Elle s'est approchée, voix basse et venimeuse. Un petit vieux solitaire contre un jeune couple qui s'occupe de lui? Réfléchissez, Bernard. Si vous faites n'importe quel scandale, n'importe quelle accusation, tout le monde pensera que vous êtes sénile, que vous inventez des choses. J'ai planté la graine. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre qu'elle pousse. Et elle est rentrée dans la maison, me laissant là, tremblant de colère impuissante. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté à regarder le plafond de la petite chambre, écoutant les bruits de la maison, l'horloge du salon sonnant minuit, le ronflement de Julien dans la chambre à côté, le grincement du parquet quand Chloé s'est levée pour boire de l'eau. Et puis j'ai entendu des voix basses venant de la cuisine. Je me suis levé en silence. J'ai ouvert la porte de la petite chambre, juste une fente. La lumière de la cuisine était allumée, formant un rectangle jaune dans le couloir sombre. « Je n'en peux plus d'attendre », c'était la voix de Chloé. « Le vieux met trop de temps à prendre la décision. Chloé, calme-toi. » Julien toujours faible. « Me calmer? Ça fait 3 ans, Julien. 3 ans dans cette maison étouffante, avec ce bonhomme qui me regarde de travers, qui me juge. Et tu ne fais rien. » J'essaie. Essayer. Elle a ri sans humour. « Tu es un raté. Tu as perdu ton travail. Tu n'en trouves pas d'autre. Tu vis de l'argent de ton père. Si on n'obtient pas cette maison, on n'a rien. » Silence. « Demain, continua Chloé voix ferme, tu vas lui donner l'ultimatum. Maison de retraite ou jardin. Simple comme ça. Et s'il ne signe pas le transfert de la maison, on le pousse vers la maison de retraite quand même. J'ai déjà parlé au directeur des Mimosas. Ils acceptent le transfert de pension. Ils signent une procuration là-bas et on est libre. Et s'il ne veut pas, il n'a pas le choix, Julien. On l'a fait passer pour fou devant les voisins. S'il crie, personne ne le croira. S'il se plaint, on dit que c'est de la confusion mentale. C'est simple. J'ai fermé la porte doucement, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma bouche. Ils avaient tout planifié, chaque détail. Chaque humiliation avait un but. Me briser, me faire paraître fragile, confus, incapable. Mais ils ne savaient pas une chose. J'avais tout enregistré. Le téléphone était sous mon oreiller, un vieux portable que j'avais gardé, avec une application d'enregistrement que Maître Dubois m'avait appris à utiliser. J'avais enregistré leurs conversations maintenant. J'avais enregistré toutes les conversations des 3 dernières semaines, tout documenté, tout prêt à être utilisé. Le jeudi soir, c'est arrivé. On revient à la scène du début. Chloé m'a appelé pour une conversation importante dans le salon. Julien était là, bras croisés, regard fuyant. Elle a mis du papier et un stylo sur la table. Bernard, assez tergiversé. Vous avez 2 options. Et elle a tout répété, maison de retraite ou jardin. 48 heures, comme si elle lisait un script qu'elle avait répété 1000 fois. Julien est resté silencieux.
soutenant par son silence. Je les ai regardés tous les deux. Le fils que j'avais élevé, la femme qui avait détruit ma famille. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai composé sans dire un mot. « Maître Dubois, c'est moi. Vous pouvez venir maintenant ? Oui, c'est l'heure. » J'ai raccroché. Chloé a écarquillé les yeux. « Qui avez-vous appelé ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assis dans le fauteuil et j'ai attendu. 28 minutes de silence absolu. Julien marchait de long en large. Chloé se rongeait les ongles. La première fois que je la voyais perdre son sang-froid. Quand la sonnette a retenti, Julien a presque sauté. Je me suis levé et marché jusqu'à la porte et ouvert. Maître Dubois est entré. Costume gris, serviette en cuir. Présence qui a rempli tout le salon. « Bonsoir, monsieur Bernard. » Julien était devenu pâle. « Papa, qui est-ce » Et j'ai finalement dit, voix ferme, regardant bien dans les yeux de mon fils, « C'est l'avocat qui va vous montrer que vous avez choisi la mauvaise personne à tromper. » Qu'est-ce que l'avocat avait dans sa serviette qui allait faire s'effondrer le château de mensonges de Chloé? Comment un veuf de 67 ans a-t-il réussi à rassembler assez de preuves pour renverser la situation? Et quel secret du coffret en cèdre allait même faire tomber Julien à genoux? Continuez à suivre cette histoire incroyable. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy et activez la cloche pour ne rien manquer. Maître Dubois posa sa serviette en cuir sur la table basse d'un mouvement précis. Le son sec fit sursauter Chloé. Il l'ouvrit lentement, retirant des documents organisés dans des chemises plastiques transparentes. « Venons-en aux faits, » commença-t-il. Voix calme, mais ferme. « Je m'appelle Maître Dubois. Je suis l'avocat de monsieur Bernard depuis 12 ans, depuis la mort de madame Françoise, en fait. » Julien s'assit lourdement sur le canapé. « 12 ans? Papa, je n'ai jamais su. »« Tu n'avais pas besoin de savoir, » répondis-je. « J'ai appris tôt que celui qui protège sa vie en silence dort tranquille. » Maître Dubois sortit le premier document. Acte de propriété. Papier à en-tête du notaire, sceau bleu d'authenticité. Bien immobilier situé 27 rue Pasteur, Montreuil, enregistré au nom de Bernard Moreau. Date d'acquisition, 14 août, il y a 3 ans. Valeur d'achat, 122 000 €, payé comptant. Il tourna le document vers Chloé qui essaya de lire, mais je vis ses mains trembler. Clause spéciale, page 3, continua l'avocat en pointant. Usufruit viager avec clause d'inaliénabilité. En clair, tant que M. Bernard sera en vie, cette maison ne peut être vendue, louée, hypothéquée ou transférée sans son autorisation expresse, reconnue devant notaire, avec présence de 2 témoins et évaluation psychologique préalable. Le silence était assourdissant. « Impossible, » murmura Chloé. Julien a dit « Je n'ai jamais rien dit », explosa Julien. C'est toi qui insistais que la maison serait à nous, que c'était une question de temps. Tu m'as laissé croire. Ça suffit! Maître Dubois leva la main. Passons au 2e point. Il sortit un dossier plus épais, relevé bancaire. Durant les 18 derniers mois, la pension de M. Bernard, d'un montant de 890 € mensuels, a été retirée intégralement. Selon les caméras de sécurité de la banque, il sortit des photos imprimées. Toujours par Madame Chloé Cristina dos Santos. Les photos montraient Chloé au distributeur. Plusieurs dates, toujours elle. Sauf que M. Bernard ne recevait que 40 € en retour, parfois 30, une fois 20. Le reste restait avec vous. Julien se couvrit le visage des mains. « Chloé, tu avais dit que c'était pour payer les factures. »« Et c'était » cria-t-elle. « On payait tout, électricité, eau, nourriture !» Maître Dubois sourit, mais c'était un sourire froid. « Faux. Voici les factures d'électricité des 6 derniers mois. Moyenne, 180 €. Eau, 90 €. Internet, 110 €. Total mensuel des charges fixes, 380 €. Vous preniez 850 € et rendiez 40. Vous détourniez en moyenne 430 € par mois. » Il fit une pause, laissant les chiffres s'enfoncer. « En 18 mois, ça fait 7 740 €. Chloé devint blanche. « Ça ne prouve rien. »
Cela prouve une appropriation indue de sommes appartenant à une personne âgée, coupa l'avocat. Article 314-1 du Code pénal, avec circonstances aggravantes de l'article L. 119.3 du Code de l'action sociale et des familles, peine de 1 à 4 ans de réclusion. Mais il n'avait pas terminé. Il sortit une enveloppe jaune. À l'intérieur, une petite clé USB noire. Monsieur Bernard a installé un enregistreur vocal dans la chaîne stéréo du salon. Pendant 3 semaines, il a capté diverses conversations. Il connecta la clé USB à un petit ordinateur portable qu'il sortit de sa serviette, bougea la souris, appuya sur lecture. La voix de Chloé remplit le salon, déformée par l'enregistrement, mais parfaitement audible. « Je n'en peux plus d'attendre. Le vieux met trop de temps à prendre la décision. » La voix de Julien. « Chloé, calme-toi. » « Me calmer? Ça fait 3 ans, Julien. Si on n'obtient pas cette maison, on n'a rien. » Julien se leva, essaya de prendre l'ordinateur. « Arrête ça !» Maître Dubois ferma l'écran. « J'ai 17 fichiers, tous authentifiés, tous transcrits, tous annexés au dossier. »« Quel dossier ?» demanda Chloé, voix aiguë. « Dossier de mesures de protection en faveur de Monsieur Bernard, déjà déposé au tribunal judiciaire et au procureur de la République. Il y a également une mise en demeure que je venais remettre personnellement. » Il sortit 2 enveloppes blanches cachetées, noms écrits à la main devant. Entendit une à Chloé, l'autre à Julien. « Vous êtes formellement notifié. Appropriation indue, contrainte envers personne âgée, menace et tentative d'escroquerie familiale. » Chloé déchira l'enveloppe, main tremblante, lut, devint encore plus pâle. « Vous avez 72 heures pour présenter votre défense, » continua Maître Dubois, « et pour restituer intégralement les sommes appropriées. Dans le cas contraire, la plainte pénale suit son cours. » Julien pleurait maintenant. « Papa, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que c'était un crime. Tu ne savais pas. » Ma voix sortit plus forte que prévu. « Tu as entendu ta femme planifier de me mettre dans une maison de retraite. Tu es resté silencieux quand elle m'a humilié devant les voisins. Tu as mangé pendant que j'étais enfermé dans la petite chambre. » Il sanglota. « J'avais peur. Elle disait que si je te défendais, elle me quitterait. Et tu l'as choisie, elle. » Le silence le confirma. Chloé, cependant, n'avait pas abandonné. Elle se leva, rejeta ses cheveux en arrière, essaya de reprendre contenance. « Très bien. Vous avez gagné cette manche. On rend l'argent, on paie un avocat, on règle ça. Mais je veux ma part. 3 ans à vivre ici, à m'occuper de lui, à supporter. T'occuper, j'ai vraiment ri. Tu m'as retiré de ma cuisine, de ma chambre, tu m'as fait manger seul, tu as pris mon argent, tu as planifié de me voler, et tu appelles ça s'occuper? Je nettoyais la maison, je cuisinais. Tu cuisinais pour toi et pour Julien. J'ai mangé les restes. » Maître Dubois rangea les documents. « Madame Chloé, vous n'avez droit à rien de cette maison. Vous ne l'avez jamais eue. Et si vous continuez à insister, la plainte pénale sera suivie d'une action en expulsion. » Elle regarda Julien désespéré. « Fais quelque chose. Tu es son fils. Elle ne peut pas nous faire ça. » Julien essuya ses larmes, mais ne dit rien. Et c'est là que j'ai vu. Mon fils était brisé, détruit, mais il n'avait pas encore touché le fond, parce que le pire était encore à venir. Je suis allé dans la petite chambre. Je suis revenu en portant le coffret en cèdre qui avait appartenu à ma mère. Je l'ai posé sur la table basse. « Avant que vous partiez, dis-je en l'ouvrant lentement, il y a quelque chose que vous devez savoir. » À l'intérieur du coffret, des enveloppes jaunies, d'anciens livrets, des papiers soigneusement conservés. Et quand j'ai sorti la première enveloppe, j'ai vu le visage de Chloé changer, parce qu'elle avait compris, le pauvre veuf n'était pas si pauvre que ça. Qu'y avait-il dans ce coffret en cèdre qui allait même faire perdre la parole à Chloé? Combien d'argent un épicier avait-il réussi à cacher pendant 20 ans, et quelle était la vraie valeur du médaillon en argent qui n'a jamais été vendu? Le coffret en cèdre sentait le camphre et la naphtaline. Il était lourd, de la taille d'une boîte à chaussures, mais plus profond. Le bois sombre avait des veines dorées, et la serrure en bronze était un peu rouillée. Ma mère y avait gardé des documents, ma grand-mère avant elle. Et maintenant, je l'ouvrais,
le déclic résonnant dans le salon silencieux. Julien se pencha en avant, essayant de voir. Chloé feignit le désintérêt, mais je vis ses yeux fixés sur le coffret. Je sortis la première enveloppe, papier épais jauni par le temps. Je l'ouvris. À l'intérieur, un livret d'épargne ancien, couverture verte délavée. « Banque populaire », lus-je à voix haute, ouvert en janvier 2005, il y a 20 ans. Maître Dubois prit le livret, le feuilleta, acquiesça. Solde actuel, 42 300 €. Chloé s'étouffla. 42 000 ? Je ne répondis pas. Je sortis simplement la deuxième enveloppe. Autre livret, couverture bleu clair. Caisse d'épargne, ouvert en 2008. Maître Dubois vérifia. Solde, 29 800 €. La troisième enveloppe, livret rouge. Banque postale, 2012. Solde, 14 900 €. Chloé s'était levée, bouche ouverte. Julien était pâle, yeux écarquillés. En additionnant les 3 livrets, calcula rapidement Maître Dubois, 87 000 €. Mais je n'avais pas fini. Je sortis une enveloppe plus grande, plus lourde. À l'intérieur, des certificats d'action, papier à en-tête, sceaux colorés, ce langage formel des documents financiers. Quand Françoise est morte, commençai-je en tenant les papiers, j'ai découvert qu'elle avait investi dans des actions d'une entreprise de logistique. Petite chose, elle n'en parlait jamais beaucoup. C'était 500 actions qu'elle avait achetées 200 € chacune, 100 000 € au total, investies sur 10 ans. Julien murmura, « Maman avait des actions. » Elle en avait, et pendant ces 8 ans où elle est morte, je n'y ai jamais touché. Je les ai laissées là, tranquilles, à s'accumuler. Maître Dubois prit les certificats, vérifia sur son téléphone, tapa, attendit, me regarda avec un petit sourire. Cours actuel, 312 € par action, 500 actions, total, 156 000 €. Le silence était absolu. On pouvait entendre la respiration haletante de Chloé. Il y a plus, dis-je en sortant un papier plié. Bon de capitalisation, acheté en 2010, arrivé à échéance en 2020. J'avais oublié de le récupérer à l'époque. Je m'en suis occupé l'année dernière. J'ouvris le papier. Reçu de récupération. Montant net souligné 43 000 €. Julien se leva en titubant. « Papa, tout ça? Tu avais tout ça ?» Je l'ai regardé. Vraiment regardé cet homme de 35 ans que j'avais élevé, éduqué, aimé, qui m'avait trahi pour la première femme qui lui avait donné de l'attention. 87 000 en livret, 156 000 en actions, 43 000 du bon. Maître Dubois, combien ça fait? Il tapa sur la calculatrice de son téléphone. 286 000 €. Chloé fit un pas en arrière, trébuchant sur le tapis. Sa voix sortit éraillée. Vous aviez presque 300 000 € cachés et vous vous faisiez passer pour pauvre. Je ne me suis pas fait passer pour pauvre, répondis-je, et ma voix sortit glaciale. J'ai toujours été humble, mais humble n'est pas synonyme d'idiot, Chloé, et certainement pas synonyme de pauvre. Pourquoi tu as caché ça? Demanda Julien, larmes coulant. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Je marchais jusqu'à lui. Je me suis retrouvé face à face avec mon fils. Parce que j'avais besoin de savoir qui tu étais vraiment, si tu m'aimais pour ce que je suis ou pour ce que j'ai, et j'ai découvert. Il essaya de parler, mais je continuais. Quand Françoise est morte, j'aurais pu utiliser tout cet argent pour vivre confortablement. J'aurais pu arrêter de me lever à 4 heures du matin, arrêter de laver le linge des voisins le dimanche, arrêter de coudre jusqu'à minuit. Mais je ne me suis pas arrêté. Tu sais pourquoi? Silence. Parce que je te testais. Je voulais voir si tu serais assez homme pour me respecter, même en pensant que je n'avais rien. Je voulais voir si tu serais assez fils pour me défendre quand quelqu'un m'humiliait. Je voulais voir si tu choisirais ta mère ou l'argent. Julien tomba à genoux, littéralement s'agenouilla sur le sol du salon, sanglotant. « Papa, pardonne-moi, je ne savais pas. Si je savais... Si tu savais que j'avais de l'argent, tu ne l'aurais pas laissé m'humilier. » Complétai-je la phrase. « C'est ça, Julien? Tu ne me respectes que si je suis riche ?» Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas.
Chloé, cependant, avait retrouvé sa voix, et avec elle, son audace. Donc tout était une mise en scène? Vous avez fait semblant d'être un pauvre petit vieux pour nous tester? Quel genre de père fait ça? Je me tournai vers elle. Le genre de père qui a vu sa belle-fille fouiller dans les tiroirs au 2e mois de relation. Le genre de père qui l'a entendu poser des questions sur l'héritage avant de poser des questions sur les rêves. Le genre de père qui a compris que tu n'aimais pas mon fils. Tu aimais ce que tu pensais qu'il allait hériter. Je pris le dernier objet du coffret, le médaillon en argent, lourd, de la taille de ma paume, avec des détails en relief de fleurs et de feuilles. La chaîne était épaisse, travaillée à la main. Ça, montrai-je à elle. Tu as demandé 3 fois si je ne voulais pas le vendre. Tu as dit qu'il était vieux, qu'il n'avait pas de valeur sentimentale. Tu te souviens? Elle ne répondit pas. Maître Dubois, dites-lui. L'avocat prit une feuille de sa serviette. Certificat d'évaluation d'un antiquaire spécialisé. Médaillon en argent autrichien. 1890. Argent massif, 925. 320 grammes. Travail artisanal. Signature de l'orfèvre à l'intérieur. Pièce rare d'immigration européenne. Valeur estimée pour la vente, 68 000 €. Chloé pâlit tellement que je pensais qu'elle allait s'évanouir. 68 000. Pour un médaillon? Pour l'histoire, corrigeai-je. Pour la mémoire, pour les racines. Des choses que tu ne comprendras jamais. Je retournai vers Julien qui était toujours à genoux. Lève-toi, fils. Il obéit, chancelant. J'ai fait semblant d'être pauvre pour savoir qui resterait à mes côtés, et j'ai découvert que tu m'abandonnerais à la première difficulté, que tu croirais en elle plutôt qu'en moi, que tu m'humilierais pour plaire à une femme qui ne veut que l'argent. Papa, elle m'a trompé. Elle a dit que tu devenais sénile, que c'était pour ton bien. Et tu l'as cru? Criai-je pour la première fois, perdant le contrôle. Ton fils a cru une étrangère, plutôt que l'homme qui t'a mis au monde, qui t'a élevé, qui a vendu son déjeuner pour que tu aies un dîner. Il essaya de m'embrasser, je reculais. Non, plus maintenant. Je regardais Chloé. Tu as 72 heures pour quitter ma maison, et pour rendre chaque centime que tu as volé. Je regardais Julien. Et toi, tu dois décider qui tu es, si tu es le fils que j'ai élevé ou le mari qu'elle a façonné. Mais la décision de Julien ne serait que le début, parce que quand la police frapperait à la porte le lendemain, Chloé découvrirait que voler une personne âgée a des conséquences bien au-delà des procès. Et Julien devrait choisir entre sa mère et sa liberté. Maître Dubois ferma sa serviette et se leva, ajustant sa veste. Il regarda sa montre. « Il est 23h40. Je vais vous laisser discuter en famille. Mais avant, M. Bernard a préparé quelques conditions qui doivent être communiquées officiellement. » Je pris une feuille qu'il me tendit. Mes mains tremblaient, non pas de peur mais de colère, contenue depuis si longtemps. Je lus à voix haute. Chloé Cristina dos Santos a 72 heures à partir de maintenant pour évacuer complètement le bien immobilier. Tout objet laissé après ce délai sera considéré comme abandonné. Chloé souffla. Vous ne pouvez pas m'expulser comme ça. J'ai des droits. Je suis mariée à votre fils. Faux, intervint Maître Dubois. Vous n'avez aucun droit sur ce bien immobilier. Et il y a une plainte pénale en cours. Si vous préférez, je peux demander une mesure de protection d'urgence et vous sortez ce soir même, escorté par la police. Elle ferma la bouche. Je continuai à lire. Julien Moreau peut rester dans le bien immobilier sous les conditions suivantes. Premièrement, rompre immédiatement avec Chloé Cristina dos Santos. Deuxièmement, restituer la somme de 7 740 € relative au montant approprié de la pension. Troisièmement, accepter un suivi psychologique et travailler activement à la reconstruction de la relation avec son père. Julien leva la tête, yeux gonflés. « Tu me donnes une chance ? Je te donne la chance que tu ne m'as pas donnée, répondis-je, mais avec une condition supplémentaire. Je pliai le papier, le regardai droit dans les yeux. Tu vas dormir dans le jardin ce soir. Silence absolu. Quoi ? Murmura-t-il. Tu m'as offert maison de retraite ou jardin. Tu as choisi pour moi, maintenant je choisis pour toi. Cette nuit, tu dors dans le jardin, sans couverture, sans oreiller, sur le sol froid.
Je veux que tu ressentes dans ta chair ce que tu étais prêt à me faire subir. » Chloé explosa, se leva brusquement, renversant la chaise. « C'est ridicule, inhumain. Julien, tu ne vas pas faire ça. On part maintenant, on trouve un hôtel, on attaque ce vieux pour abus psychologique. » Julien resta immobile, me regardant. « Choisis, dis-je simplement. Elle ou moi, maintenant ?» Il regarda Chloé, puis moi, respira profondément. « Chloé, je pense que tu devrais aller chez ta mère. »« Comment ? » ?»« J'ai besoin de réparer ça. Je me suis trompé, gravement trompé. » Elle fit un pas en arrière, incrédule. « Tu me choisis contre moi? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, j'ai tout quitté pour toi. » « Tu n'as rien quitté. » Sa voix sortit plus forte. « Tu n'as jamais travaillé, jamais rien payé. Tu m'as utilisé, tu as utilisé mon père, et j'ai été idiot de ne pas voir. Je t'aimais. Tu aimais la maison. Tu aimais l'argent que tu pensais que j'allais hériter. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. » Chloé le regarda avec une haine pure. Prit son sac du canapé, le jeta sur son épaule. « Tu vas le regretter. Vous allez tous le regretter. Et je ne rendrai pas un centime. Vous pouvez me poursuivre en justice. Je dirai que cet argent était pour les dépenses de la maison. Je dirai que le petit vieux est fou. Je vais détruire votre réputation. » Maître Dubois fit un demi-sourire. « Libre à vous d'essayer, mais sachez que la tentative de diffamation aggrave encore plus votre situation. Et nous avons toutes les preuves que les montants étaient irréguliers. » Elle claqua la porte si fort que le cadre au mur trembla. Nous restâmes là, tous les trois, moi, Julien et l'avocat. « Elle va rendre l'argent ?» demandai-je. « Finalement, quand elle comprendra que la procédure est réelle et qu'elle risque de 2 à 5 ans de prison. » Julien déglutit. « Prison. Appropriation indue de sommes appartenant à une personne âgée. Tentative de coercition. Les preuves sont solides. » Maître Dubois rangea les documents. « Bernard, vous avez besoin d'autre chose ce soir ? » ?»« Non, merci maître pour tout. » Il me serra la main avec affection. « C'est pour ça que je suis là. N'importe quoi, appelez-moi. » Il sortit, nous laissant seuls, Julien et moi, dans le salon. Le silence était lourd. Il était debout au milieu du salon, tête baissée, mains dans les poches. « Papa, va chercher une vieille couverture dans le placard du jardin, coupai-je, et vas-y. Il fait 12 degrés dehors. » « Je sais. » Il acquiesça lentement. Alla dans le jardin, revint avec une fine couverture déchirée au coin, celle que j'utilisais pour couvrir la machine à laver quand il pleuvait. Il s'arrêta à la porte donnant sur le jardin, se tourna. « Je mérite ça, et pire !» Je ne répondis pas. Il sortit. J'éteignis les lumières du salon, montai dans ma chambre, la petite chambre étouffante où j'avais été confiné. Je me couchai, mais je ne pus dormir. 2 heures du matin. Je me levai, j'allai à la fenêtre donnant sur le jardin. Il était là, couché sur le sol en ciment à côté du bac à linge. La fine couverture couvrait à peine son corps. Il était recroquevillé en position fétale, tremblant. On pouvait voir sa respiration formant des nuages blancs dans l'air gelé. Mon cœur se serra. Instinct de père impossible à effacer. Je voulais descendre, apporter une grosse couverture, un oreiller, le faire rentrer, mais je ne suis pas descendu. Parce qu'il devait ressentir. Il devait comprendre dans sa chair ce qu'il planifiait de me faire. Il devait porter cette douleur pour ne jamais l'oublier. Je restais là à la fenêtre, pleurant en silence, pleurant pour le fils que j'avais perdu, pour le fils que je pourrais peut-être récupérer, pour les choix qui nous avaient amenés à ce moment. Quand le soleil se leva à 6 heures du matin, je descendis. J'ouvris la porte du jardin. Julien était assis, adossé au mur, yeux rouges, lèvres violettes de froid, corps tremblant incontrôlablement. Il me regarda et je vis quelque chose de différent dans ses yeux. Une honte vraie, profonde. « Tu peux entrer, dis-je. » Il se leva difficilement, jambes engourdies. Entra, s'arrêta dans la cuisine. « Papa, je n'oublierai jamais cette nuit. » « Ce n'était pas pour que tu oublies, répondis-je. C'était pour que tu apprennes. » Je fis du café fort, chaud, sucré, le servis dans une grande tasse, mis du pain sur la poêle. Il mangea en silence, larmes tombant dans l'assiette. Et là, ce matin froid de novembre, commença la reconstruction. Lente,
douloureuse, mais possible. 2 semaines plus tard, Chloé fut officiellement notifiée. Elle essaya de contre-attaquer, comme promis. Elle répandit dans le voisinage que j'étais sénile, violent, que je l'avais expulsée sans raison. Mais Madame Dupont, Monsieur Martin et d'autres voisins qui avaient vu mon humiliation témoignèrent en ma faveur. La procédure pénale suivit son cours. Chloé, n'arrivant pas à trouver un avocat privé, accepta l'accord avec le procureur. Elle rembourserait les 7 740 € en mensualité, purgerait une peine en régime semi-ouvert de 20 mois et aurait interdiction de me contacter. Julien trouva un nouveau travail, vendeur dans un magasin de matériaux de construction. Salaire inférieur à l'ancien, mais honnête. Tous les 5 du mois, il déposait 300 € sur mon compte. Pour rembourser ce qu'on t'a pris, disait-il. Et petit à petit, très lentement, nous avons recommencé à nous parler. Mais la vraie guérison ne viendrait qu'1 an plus tard, quand je pourrais enfin regarder mon fils sans ressentir de douleur, et quand je transformerais ma maison et ma vie en quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. 1 an passa comme l'eau qui coule entre les doigts. 12 mois qui ont tout changé. Je suis ici maintenant, assis sur la véranda de ma maison. Oui, ma maison, arrosant les violettes que j'ai plantées dans des pots colorés. Le soleil de novembre réchauffe mon visage. J'ai 68 ans, cheveux plus blancs, mais quelque chose de différent dans la poitrine. De la légèreté. Laissez-moi vous raconter comment nous sommes arrivés ici. Les 3 premiers mois après cette nuit, Julien et moi parlions à peine. Il vivait dans la petite chambre maintenant. Il avait insisté. « C'est juste, papa, je t'y ai mis. Maintenant c'est mon tour de ressentir. » Moi, je suis retourné dans ma chambre habituelle, celle qui avait été la mienne et celle de Françoise. Julien se levait à 5h30, allait travailler au magasin de matériaux. Rentrait à 19h, fatigué, sentant le ciment et la peinture. Nous dînions ensemble, mais en silence. Il faisait la vaisselle, je rangeais. Pas un mot au-delà de merci et de rien. Mais quelque chose changeait. Je le voyais dans la façon dont il regardait la maison maintenant. Avec respect, avec soin. Il répara le robinet de la cuisine qui fuyait depuis des mois. Peignit le mur du salon qui s'écaillait. Changea les ampoules grillées. Petit geste, mais qui disait « Je te vois, je vois ce que tu as construit ». Au 4e mois, un soir de mars, il frappa à la porte de ma chambre. « Papa, je peux te parler ?» Je posai mon livre. « Entre !» Il s'assit au bord du lit, mains entrelacées, nerveux. J'ai commencé une thérapie. Le psychologue m'a demandé de faire quelque chose. Il respira profondément. « Écrire une lettre pour toi, en listant tout ce que j'ai fait de mal. Et il a dit que je devais la lire à voix haute devant toi. » Mon cœur s'accéléra. « Et tu veux la lire ? J'en ai besoin. » Il lut, page par page, la voix défaillante, les larmes coulant. Il parla de comment il s'était senti faible quand Chloé était apparue, comment il avait peur de rester seul, comment elle avait comblé un vide qu'il ne savait même pas qu'il avait, comment, petit à petit, elle l'avait convaincu que j'étais un poids, un obstacle, quelqu'un à tolérer, pas à aimer. Elle m'a fait croire que l'amour d'un père est une obligation, pas un choix, que tu me devais tout parce que tu m'avais eu. Et j'ai commencé à croire que je méritais ta maison, ton argent, ta pension, parce que j'étais ton fils, comme si ça suffisait. Il froissa le papier, pleurant. Mais être fils, ce n'est pas un titre de propriété. C'est une relation, et j'ai détruit la nôtre. Je restais silencieux longtemps. Puis je me levai, m'assis à côté de lui, pris sa main. « Mais tu es en train de la reconstruire, brique par brique, comme j'ai fait avec cette maison. » Il appuya sa tête sur mon épaule, comme il faisait quand il était petit. Et là commença la vraie guérison. Au 6e mois, j'utilisais une partie de l'argent mis de côté pour rénover la maison. Pas les 135 000 € que Chloé voulait, juste 28 000 € pour l'essentiel. Nouvelle peinture, réparation du toit, sol de la salle de bain changé. Mais le grand changement vint d'une conversation avec Madame Dupont. « Bernard, vous avez ce jardin immense sans l'utiliser. Vous avez déjà pensé à faire quelque chose de productif ?» Productif. Le mot résonna dans ma tête. Et puis, j'ai eu l'idée.
Avec 15 000 € d'investissement supplémentaire, j'ai transformé la moitié du jardin en une petite jardinerie. Serre simple, pots de toute taille, plants de fleurs, plantes ornementales. Madame Dupont devint mon associée. Elle s'y connaissait en plantes, moi je m'y connaissais en vente. Les années d'épicerie ne s'oublient pas. Nous l'avons appelé le jardin de Bernard. Ça a commencé doucement. Voisins achetant des violettes, des roses pour offrir, puis des clients recommandant à d'autres. En 4 mois, la jardinerie donnait un bénéfice de 2 500 € par mois. Argent honnête, gagné à la sueur de mon front. Le mien. Julien m'aidait le samedi. Portait les sacs de terre, montait les étagères, livrait les gros pots. Sans se plaindre, sans rien demander. C'est le minimum que je puisse faire, papa. Au 10e mois, Chloé réapparut. Frappa au portail un dimanche matin. Elle était plus maigre, cheveux attachés en chignon simple, sans maquillage, portait l'uniforme du régime semi-ouvert, pantalon beige, chemisier blanc. « Monsieur Bernard, je peux parler 2 minutes ?» Je pensais la renvoyer, mais je respirais profondément. « Vas-y !» Elle n'entra pas, resta de l'autre côté du portail, mains agrippées aux barreaux. Je suis venu m'excuser. Je n'attends pas de pardon, j'ai juste besoin de parler. Alors parle. J'ai été élevé en pensant que l'argent était l'amour. Ma mère disait toujours « Marie-toi avec un homme qui a un avenir, qui a des biens. » Quand j'ai rencontré Julien, j'ai vu la maison. Je vous ai vu bien habillé. J'ai pensé que j'avais trouvé la sécurité, mais j'ai été cupide, cruel. Et aujourd'hui, j'en paie le prix. Elle essuya une larme. Je n'ai pas d'excuses. Je voulais juste que vous sachiez que la prison m'a appris ce que ma mère ne m'a pas appris. La dignité ne s'achète pas. Le respect ne se vole pas. Je la regardais. Je vis une femme brisée, mais peut-être en train d'apprendre. J'accepte tes excuses, Chloé. Mais je n'oublie pas ce que tu as fait, et tu ne reviens jamais dans la vie de Julien. Elle acquiesça. Je sais. Il mérite mieux. Vous méritez mieux. Et elle partit. Julien, qui observait de la fenêtre, descendit et resta à mes côtés. Tu es incroyable, papa. Non, j'ai juste appris que pardonner ne signifie pas oublier, et que donner une seconde chance ne veut pas dire donner une troisième. Aujourd'hui, alors que j'arrose mes fleurs, je regarde en arrière et vois le chemin. Le veuf qui se levait à 4 heures du matin pour survivre est devenu le fleuriste qui se lève à 6 heures pour vivre. Le fils qui m'a trahi est devenu l'homme qui répare mon portail le samedi et déjeune avec moi le dimanche. La maison que j'ai failli perdre est devenue mon refuge et mon commerce. Et le médaillon en argent reste autour de mon cou. Je ne l'ai jamais vendu. Je ne le vendrai jamais. Parce que ce n'est pas une question de valeur en euros. C'est une question de mémoire, de racines, de savoir qui on est quand tout s'effondre. Donc, si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, je veux que vous reteniez une chose. Une personne âgée n'est pas jetable, n'est pas un poids, n'est pas un obstacle entre vous et un héritage. Une personne âgée est celle qui a construit le sol sur lequel vous marchez, qui a renoncé à ses rêves pour que vous puissiez rêver, qui a porté la douleur pour que vous n'ayez pas à la porter. Et si vous êtes une personne âgée, en train de lire ou d'écouter ceci, ne laissez jamais personne, même pas votre propre enfant, voler votre dignité. Fixez des limites. Protégez ce qui est à vous. L'amour véritable résiste au non. La manipulation s'effondre au premier refus. Je suis Bernard, j'ai 68 ans, j'ai survécu, et si j'ai pu le faire, vous aussi vous pouvez. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire en disant d'où vous regardez. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Mettez un like, abonnez-vous à Les Conseils de Papy et continuez à suivre des histoires vraies de dignité, de force et de recommencement. Parce que tout le monde mérite de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour se relever. Il n'est jamais trop tard pour dire « ça suffit ». Laissez-moi vous raconter un matin qui a tout changé à nouveau. C'était il y a 3 semaines. Un jeudi ordinaire,
ciel bleu, cette chaleur de décembre qui commence à se faire sentir. J'étais à la jardinerie, arrangeant un bouquet de lys blanc pour une cliente, quand Julien arriva plus tôt du travail. Il portait un sac en papier Kraft dans la main et un sourire tordu sur le visage. Ce sourire gêné qu'il avait enfant quand il voulait me demander quelque chose de difficile. « Papa, je peux interrompre ?» Je posai les ciseaux de taille. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ?» Il posa le sac sur la table de travail, en sortit un petit écrin de velours bleu marine. Mon cœur s'accéléra. « Julien, qu'est-ce que c'est ? Ouvre !» À l'intérieur, il y avait une bague, pas luxueuse, argent simple avec une petite pierre verte incrustée, mais elle était belle, délicate. Je le regardais, confus. « Fils, ce n'est pas pour toi, dit-il rapidement, riant nerveusement. Je veux dire, ce n'est pas un cadeau pour toi, c'est... J'ai rencontré quelqu'un. » Le monde s'arrêta une seconde. Une femme. Il avait rencontré une femme. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai ressenti de la peur. « Raconte-moi » demandai-je en m'asseyant sur une chaise en plastique blanc. Julien tira une autre chaise, s'assit devant moi. Ses yeux brillaient. Cette lueur que je n'avais pas vue depuis avant que Chloé ne détruise tout. Elle s'appelle Patricia. Elle travaille en comptabilité au magasin. On a commencé à discuter il y a environ 5 mois. Elle est différente. Différente, le même mot qu'il avait utilisé pour décrire Chloé. Différente comment ? Demandai-je en essayant de garder une voix neutre. Elle paie ses choses, n'accepte pas de cadeaux qu'elle ne peut pas rendre. Quand elle a découvert que je te remboursais de l'argent, tu sais ce qu'elle a fait ? Elle a demandé si elle pouvait t'aider. Elle a proposé de payer la moitié de nos sorties pour que je puisse déposer plus. Je respirai profondément. Et tu veux lui demander en mariage ? Oui, mais pas sans que tu la rencontres d'abord, et pas sans ta vraie bénédiction. Pas cette bénédiction obligée de père, la bénédiction sincère. Je restais silencieux longtemps. Je regardais la bague, mon fils, les fleurs autour. Tu as peur que je n'approuve pas. Ce n'était pas une question. Oui, après ce que j'ai fait, après Chloé, je ne te blâmerais pas si tu ne faisais plus jamais confiance à mon jugement. Je me levai. Je marchais jusqu'à la serre du fond où je cultivais les orchidées. Les fleurs les plus difficiles qui exigent des soins constants, un équilibre parfait d'eau, de lumière et de patience. Julien me suivit. « Tu sais pourquoi j'aime les orchidées ?» demandai-je en touchant les pétales violets d'une cattleya. « Parce qu'elles sont belles, parce qu'elles demandent du travail. Tu ne jettes pas de l'eau et tu n'espères pas qu'elle pousse. Il faut connaître chaque espèce, savoir quand donner de l'ombre, quand donner du soleil, quand laisser sécher, quand arroser. Et même comme ça, parfois elles meurent. Mais quand elles fleurissent, je souris. Quand elles fleurissent, tu sais que chaque goutte de sueur en valait la peine. » Je me tournai vers lui. Une relation, c'est pareil. Vouloir ne suffit pas. Il faut connaître, prendre soin, avoir de la patience. Et même comme ça peut mourir. Mais si tu as appris à bien t'en occuper, les chances de floraison sont meilleures. Amène-la ici, décidai-je. Dimanche pour déjeuner. Le visage de Julien s'illumina. Sérieux ? Sérieux ? Mais Julien ? Je pris son bras, le regardai droit dans les yeux. Si je perçois le moindre signe de ce que j'ai perçu chez Chloé, intérêt pour les biens, irrespect, manipulation, je vais parler. Et tu vas m'écouter, d'accord ? Il acquiesça, ému. D'accord. Et papa, si tu parles, j'écoute. Cette fois, j'écoute. Le dimanche arriva comme un ouragan de nervosité. J'ai nettoyé la maison 3 fois. J'ai fait du gratin dauphinois, la spécialité de ma mère. J'ai rôti un poulet avec des pommes de terre, préparé une salade composée et une farce. J'ai mis la belle table avec la nappe en lin que je gardais pour les occasions spéciales. Midi pile, la sonnette retentit. J'ouvris la porte. Patricia avait environ 33 ans. Cheveux châtains courts aux épaules, lunettes de vue, sourire timide. Elle portait une robe simple à pois, sandales plates. Elle tenait un Tupperware dans les mains. « Monsieur Bernard, je suis Patricia. J'ai apporté un dessert.
Crème caramel, j'espère que vous aimez. Elle n'était pas venue les mains vides, pas de vêtements ostentatoires. Elle m'a appelé Monsieur Bernard, pas beau papa. Premier test réussi. Pendant le déjeuner, j'observais tout. La façon dont elle complimenta la nourriture, mais de manière sincère. Cet assaisonnement est parfait. Vous cuisinez depuis l'enfance? Comment elle proposa d'aider à apporter les plats de la cuisine? Comment elle posa des questions sur la jardinerie avec un intérêt réel, voulant savoir sur les fleurs, pas sur le profit? Comment elle regardait Julien? Pas avec cette lueur calculatrice de Chloé, mais avec affection, avec respect. Et surtout, comment Julien la regardait. Attentif, présent, la traitant comme une égale, pas comme un prix ou une possession. Après le déjeuner, pendant que Julien faisait la vaisselle, Patricia m'aida à ranger la nourriture. « Monsieur Bernard », dit-elle doucement en rangeant les boîtes dans le réfrigérateur, « je sais que Julien a traversé des choses difficiles. Il m'a raconté, pas tout, mais assez pour que je comprenne qu'il vous a fait du mal. » J'arrêtai de ranger la farce, je la regardais. « Et je veux que vous sachiez, » elle continua en me regardant dans les yeux, « que je ne suis pas venu ici pour vous enlever votre fils. Je suis venu pour m'ajouter. Si on se marie, je veux que vous fassiez partie de notre vie pour de vrai. Pas comme une visite obligée à Noël, mais comme de la famille. » Ses yeux étaient sincères, transparents. « Et si je n'approuve pas, testai-je, je vais respecter. Parce que celui qui aime vraiment veut que la personne soit heureuse, pas qu'elle soit juste à nous. » Ce soir-là, après leur départ, je m'assis sur la véranda avec une tasse de thé. Julien avait appelé. « Alors, papa, qu'est-ce que tu en penses ?» Je laissais le silence peser un peu, parce qu'il devait ressentir la tension, devait valoriser mon opinion. « Elle est bien, fils. Vraiment bien. Marie-toi avec elle. » J'entendis le soupir de soulagement de l'autre côté. « Merci, papa. Merci de donner une chance. » Je ne donne pas de chance. Je reconnais quand quelqu'un le mérite. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends que le voyage ne s'est pas terminé cette nuit où l'avocat est entré par la porte, ni dans l'année de reconstruction avec Julien, ni même dans la jardinerie que j'ai construite. Le vrai voyage s'écrit maintenant, dans les dimanches où Patricia vient aider à la jardinerie, dans les mardis où Julien apporte du pain chaud le matin, dans les petits choix quotidiens de reconstruire la confiance. Parce que le pardon n'est pas un événement, c'est un processus. Et la dignité n'est pas quelque chose qu'on conquiert une fois et qu'on range dans un tiroir, c'est quelque chose qu'on réaffirme chaque jour, dans chaque non qu'on dit au manque de respect, dans chaque limite qu'on impose. J'ai 68 ans, j'ai survécu au veuvage, à la trahison, à l'humiliation, et je suis ici, vivant, fort, plantant des fleurs et récoltant le respect. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire a touché quelque chose en vous. Peut-être votre propre douleur, peut-être la peur de l'avenir, peut-être l'envie de vous relever. Alors, relevez-vous. Vous pouvez le faire. Je suis la preuve. N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy, de mettre un like si cette histoire vous a touché, et de laisser un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces histoires de courage, de dignité et d'espoir. Parce que personne ne mérite d'être traité comme un fardeau et il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa vie.